Bien le bonjour, ici Hello Bubio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des dernières lectures que j'ai faites. Et il y en a quelques-unes, malgré que ce soit majoritairement des graphiques, je vous l'avoue. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez parler avec moi des livres dont je vous ai parlé, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Alors je commence avec un emprunt que j'ai fait à la médiathèque, Les Petites Reines, qui est du coup une adaptation. D'abord il y a eu un roman je crois, et je suis même pas sûre qu'il n'y a pas eu aussi un film fait là-dessus. C'est sur l'histoire d'un petit village de France où il y a eu une élection depuis 3 ans, ou je sais plus combien de temps, je crois que c'est 3 ans. Du coup on a l'élection des boudins dans un lycée, ils font le boudin de bronze, le boudin d'argent et le boudin d'or. Et tous les ans, c'est cette jeune fille qui est le boudin d'or. Et cette année, ce n'est pas elle, c'est une autre qui l'est à sa place. Mais du coup, elle va s'allier avec ces 3 jeunes filles et elles vont devenir amies. Et eh bien, elles vont décider de partir à l'aventure, de prendre leur vélo et d'aller au 14 juillet rencontrer le président parce qu'elle a des choses à régler avec lui, enfin le mari de la présidente du coup. Elle, son frère, il est revenu de guerre et il est handicapé et voilà, elle n'est pas contente parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Et puis elle, je sais plus pourquoi, mais ah si, parce que le 14 juillet, c'est Indochine qui fait le concert pour le 14 juillet, donc du coup comme elle est une grosse fan d'Indochine, elle décide de toutes les 3 y aller, et sous base de harcèlement justement à cause de ce concours des boudins, elles vont y aller toutes les 3 en vélo en vendant des boudins justement pour financer leur voyage, et elles vont être chaperonnées par le frère du coup de celle-ci qui est handicapée, et les médias forcément vont vouloir s'emparer de l'affaire et vont parler du coup du harcèlement, du diktat de la beauté, du féminisme. Enfin bref, de plein de choses. Et elles, en même temps, elles sont des jeunes adolescentes, donc il va leur arriver aussi plein de choses, comme la première fois que celle-ci va avoir ses règles. Enfin bref. Il y a plein de sujets dedans qui sont traités, que je trouve qui sont très pertinents, très intelligents. J'ai bien aimé, en général. Il y a un chouïa truc qui m'a dérangé, c'est que comme on le dit, donc elles sont toujours au collège, donc elles ont maximum 14 ans, même si c'est pas le cas, parce qu'elle, je sais qu'elle est en 5e par exemple, mais bref. Elles ont maximum 14 ans, et il y a un... C'est pas vraiment une romance, mais il y a un petit chouïa, il y a un petit truc, il y a une petite attirance qui est faite justement entre elle, qui est la plus vieille de la bande, et le frère de celle-ci, qui est justement handicapé, qui est allé à la guerre, donc qui est forcément au minimum majeur, qui a forcément 18 ans, puisqu'il fait partie de l'armée et il est allé en guerre. Donc ça me pose problème en fait, qu'il y ait une pseudo-histoire d'amour entre elle. Alors, c'est pas dit comme tel, mais voilà. Moi, ça me dérange. Je suis en mode, oh, les gars, arrêtez justement de sexualiser les petites filles. Alors après, je sais pas si c'est dans le roman initial ou si c'est la BD qui a pris cette largesse-là ou quoi. Mais voilà, qu'elle ait un crush sur lui, je veux bien. Mais les dessins nous laissent sous-entendre que c'est réciproque, quoi. Et ça, pour moi, c'est moyen. Mais sinon, tout le reste, tout ce qui parle du harcèlement, de... la sororité aussi, d'entraide entre les filles et tout ça, j'ai trouvé ça, tout ça génial. Il n'y a pas de souci à ça, c'est une très bonne lecture, je recommande vraiment. Mais c'est vrai qu'il y avait ce petit détail qui me dérangeait un peu. Je continue avec mes emprunts que j'ai fait à la médiathèque. Vous allez voir ma ring light parce que vu qu'il fait tempête ici, les volets sont fermés, du coup je n'ai pas de lumière. Donc j'ai été obligée de mettre la ring light pour avoir un minimum de lumière et faire cette vidéo. Donc, les discours les plus éloquents, donc on retrace à chaque fois la vie de la personne, le contexte historique dans lequel il a fait son discours, le discours en question et les conséquences que ça a eu derrière. Je vous avouerai que il y en a que j'ai lu en diagonale, voire il y en a certains que j'ai pas du tout lu, parce que il y en a qui pour moi étaient très pertinents, comme le discours de Simone Veil, le discours de Robert Badinter, ou Dominique de Villepin, des vrais discours. Mais il y a aussi des discours qui étaient tirés de fiction, genre la déclaration d'amour de Perdiccas à Camille d'Alfred de Musset. Ça pour moi c'est pas un discours, pour moi ça c'est de la littérature, donc c'est de la fiction, c'est encore autre chose. Donc voilà, il y a des discours qui ne m'ont absolument pas intéressé, comme la rupture de Valmont avec Madame de Tourvel. Voilà, ça vous voyez, c'est des trucs de littérature qui moi ne m'intéressaient pas. Par contre, les plaidoiries de maître, ça j'ai adoré. Les réquisitoires de procureur, ça j'ai adoré aussi. Le discours de Victor Hugo, de Dolores, j'arriverai pas à le dire. Ibaruki, le discours de Martin Luther King, d'Emma Gonzalez, tout cela j'ai kiffé. Mais voilà, encore une fois, j'ai préféré les vrais discours historiques aux fictionnels. Et à tel point qu'à un moment, j'ai envoyé un message à un ami en lui disant je me sens comme une merde en fait.
parce que voilà, j'aime bien écrire, j'aime bien parler, j'aime bien ce genre de choses, mais enfin, on n'a pas le même niveau, voilà. C'est un peu des personnes extraordinaires, pour moi c'est des légendes ces gens-là, donc évidemment on fait un petit point de comparaison, et du coup on sent un peu mal à la fin en mode... surtout quand on compare avec Emma, là, qui est une lycéenne et qui a fait un discours de ouf, donc j'étais en mode... mais bon, voilà, c'est fascinant, c'est hyper intéressant, et franchement je recommande, c'est cool justement de se réapproprier certaines choses, parce qu'on connaît tous certains discours, comme le discours de Simone Veil, on le connaît de nom, enfin voilà, on sait qu'il a existé, mais le lire en tant que tel, c'est encore autre chose. Donc moi j'ai bien aimé, et voilà, je le recommande. J'ai aussi lu une suite, The Druid of Seoul Station, le tome 5, qu'on a reçu à la médiathèque, et donc du coup bah, je me suis empressée à le lire, parce que ça faisait très longtemps du coup j'attendais la suite. Pour le speech de base, on est sur l'histoire de cet homme qui a vécu pendant plus de 1000 ans dans une autre dimension. En gros, pour faire courte, notre monde actuellement, il y a une espèce d'apocalypse où il apparaît des portails, et des créatures sont dans ces portails ou sortent de ces portails, et donc il y a le genre humain qui certains s'élèvent pour pouvoir être des super soldats et pouvoir les combattre. Ce jeune homme va être allé dans un portail, et au lieu d'affronter des trucs, des démons, des créatures, il va être envoyé dans une autre planète, et il va y rester plus de 1000 ans, et quand il va revenir sur Terre grâce à un autre portail qui va lui arriver dessus, ben en fait il sera tellement level au-dessus des autres que les gens ne vont pas comprendre en fait comment ça se fait, qu'ils ne vont pas réussir à l'évaluer par exemple, à trouver quelle est sa puissance, parce qu'il y a des niveaux dans les élevés. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont se passer comme ça, et petit à petit lui il va essayer de faire en sorte justement de s'intégrer, de devenir toujours plus puissant, et de combattre toutes les créatures qui envahissent la planète. Donc voilà, là on est arrivé à un moment où justement il y a plusieurs complots qui se mettent en place et tout, parce qu'il y en a qui sont plutôt contents de ses faits et gestes, d'autres qui veulent pas de lui. Voilà, lui aussi il est en train de créer justement sa petite équipe pour pouvoir faire des trucs en sûreté. Bref, c'est un peu compliqué à expliquer parce que là on est déjà à un tome 5, mais j'ai bien aimé. Je vous avoue que pour le moment c'est juste un gars qui aime se battre et qui est payé pour ça maintenant, puisque le gouvernement va l'embaucher. Donc voilà, c'est cool. Je lirai évidemment avec plaisir la suite. Un autre dont c'est une suite d'ailleurs, et que je lirai aussi la suite avec grand plaisir, c'est la nouvelle chef de clan, du coup le tome 2. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est une bâtarde d'une aristocratie, d'une famille très importante dans le royaume où elle vit. Le souci, c'est que dans sa première vie justement, il va lui arriver plein de choses, dont le fait que son père va se décider, elle va être très timide, elle ne va pas oser faire les choses, elle va être très intelligente mais pas vouloir le montrer, toujours rester à l'arrière. Et donc du coup, eh bien, ça va être des personnes mal intentionnées de sa famille qui vont prendre le contrôle de celle-ci et qui vont l'amener à sa perte. Donc elle va mourir dans sa première vie et décider que si on lui donnait une chance de se réincarner dans une seconde vie, eh bien elle ne ferait pas les mêmes choix. Et évidemment, c'est ce qui va arriver. Elle va être réincarnée quand elle était toute petite, à l'âge de 7 ans, quasiment 8. Et du coup, elle va décider que puisque c'est comme ça, qu'elle connaît du coup l'avenir, qu'elle sait les choix qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire, eh bien, elle va faire en sorte de devenir la nouvelle chef de clan. Elle va montrer à son grand-père que il ne faut pas croire ce qu'on dit sur les femmes. Et en l'occurrence, que les autres sont beaucoup plus mal intentionnés qu'elle, sont moins intelligents et savent moins de choses. Donc elle va tout faire pour que, voilà, en gros, elle ait une meilleure vie et que sa famille aussi ait une meilleure vie dans cette vie-là. Donc, voilà. Dans ce homme-là, évidemment, on continue toujours dans son plan de faire en sorte qu'elle soit bien vue par son grand-père. Et donc, voilà, on commence à voir un petit peu les ficelles qu'elle tire un peu plus encore que dans le premier tome, parce que le premier tome était évidemment très introductif pour tout nous expliquer le contexte. Donc là, voilà, elle a des plans qui commencent à se mettre en place, et petit à petit, tout le monde est en train de se rendre compte que c'est un petit génie. Donc voilà, j'ai bien aimé. Encore une fois, graphiquement, c'est un webtoon qu'on adore. Donc j'ai très hâte de lire la suite. J'ai aussi lu Mademoiselle Lapine et le Grand Léopard. Alors là, je sais pas si c'est un webtoon parce que je l'ai vu passer nulle part. Après, c'est peut-être sur une plateforme que je ne lis pas. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui fait partie d'un clan en fait. Dans ce monde-là, on a plusieurs clans avec des métamorphes. Donc lui, c'est un léopard-garou et elle, c'est une lapine-garou. Il existe des loups-garous, des lions-garous, bref, et tout ça. Il existe plusieurs clans, quoi. Elle fait partie évidemment des lapins-garous. Et le problème, c'est que normalement, quand tu nais en tant que lapin, mais au bout d'un moment, vers tes 3 ans, tu te transformes en humain. Et selon ta puissance, tu te transformes de plus en plus tôt. Elle arrive à 18 ans, chose inexpliquée, elle ne s'est toujours pas transformée en humaine comme vous voyez là. Elle est toujours sous la forme de lapin.
Donc sa famille, qui est une famille aristocratique, j'arrive pas à le dire, aristocratique, eh bien décidé de se débarrasser d'elle, puisqu'elle est en gros la honte de la famille, et va la jeter dans la forêt près du domaine des léopards garous. Et donc c'est ce jeune homme qui va la récupérer et qui va se rendre compte qu'il y a un truc de bizarre avec elle parce qu'elle émet des phéromones. Donc il a compris que c'était une garou, mais il voit très bien qu'elle ne se transforme jamais. Donc il est un peu sceptique, en mode il y a un truc qui va pas. Et donc petit à petit ils vont l'adopter, même sa mère à lui va se rendre compte aussi qu'il y a quelque chose qui va pas, et donc ils vont lui montrer des livres, ils vont se rendre compte que du coup elle est lettrée, qu'elle comprend tout, nanana. Donc voilà, ils la prennent un peu sous leur aile, mais tout en la menaçant, parce que lui à chaque fois il dit en gros si tu n'arrives pas à faire ça, je vais te manger. Donc c'est pour son bien, mais c'est toujours sous la menace, parce qu'au final on se rend bien compte que ce qu'il fait c'est pour qu'elle se dépasse, mais voilà, c'est un peu une relation compliquée, on va dire. Je suppose qu'à la fin on va avoir une petite romance entre les deux. Dans ce tome-là, c'est pas le cas pour le moment parce que justement c'est juste la rencontre et lui qui comprend que c'est pas qu'une lapine, que c'est une lapine garou et qu'elle est bloquée et qu'on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Voilà, là c'est vraiment un premier tome très introductif, mais j'ai très hâte de lire la suite encore une fois. Graphiquement, c'est toujours aussi beau, hein. Nous on adore. Donc, j'ai lu aussi la suite de l'extraordinaire Apothicaire, le tome 7, que j'avais commandé il y a là le temps, mais qui n'est jamais arrivé. Donc j'ai annulé ma commande et je l'ai recommandé parce qu'en plus bientôt va sortir le tome 8. Donc voilà, j'aimerais bien me mettre à jour. On est sur l'histoire d'un monde où, comment dire ça, en gros, il y a une infestation de démons, de créatures méchantes et tout. Et à chaque fois, ils invoquent une sainte qui vient d'une autre dimension pour pouvoir... parce qu'en venant de cette autre dimension, elle apporte la magie et eh bien, elle permet d'éradiquer les monstres et toutes les créatures néfastes qu'il y a dans ce royaume. Sauf que cette fois-ci, il y a une erreur. Au lieu d'en invoquer une, ils en ont invoqué deux. Et ils ne savent pas laquelle des deux, du coup, est la sainte. Ils vont faire évidemment le mauvais choix. Ils vont choisir l'autre alors que c'est elle. Et tout au long du bouquin, on découvre justement que c'est elle. Enfin, dès le début, on est cramé que c'est elle parce que bizarrement, quand elles vont se mettre à faire des potions, elles vont être beaucoup plus puissantes que toutes les autres qui n'ont jamais existé. Donc voilà, vite comprendre que c'est elle la sainte. C'est pas un spoil, hein, franchement. Et là, on arrive justement à un tome 7 où elle comprend enfin comment ses pouvoirs s'enclenchent. Et donc, j'espère enfin qu'on va avoir ce que j'attends depuis le début, du love. Moi, j'en ai marre là. Je veux de la romance. Donnez-moi un petit peu de romance. J'espère qu'au tome 8, on va commencer à en avoir des prémices parce que là, j'en ai marre. Donc voilà, le tome 8, normalement, je vais bientôt le lire. Et je pense que ça sera décisif. Si je commence à avoir une pointe de romance dans le tome 8, je continue. Mais si je n'ai pas de romance dans le tome 8, je pense que j'arrête. Parce que là, c'est trop slogan pour moi. Au bout d'un moment, il faut arrêter là. Et les trucs comme ça. Non, on fait bien au bout d'un moment être gentil. Mais il faut passer la 6e. Il y en a marre. Donc voilà, bonne lecture. Mais j'attends de voir pour savoir si je continue ou pas. Et j'ai lu aussi L'île du crâne, qui est une BD adaptée d'un roman qui existe déjà depuis très longtemps et qui on dit qui est à l'origine de Harry Potter. Que J.K. Rowling en gros s'en serait inspiré de ce livre puisqu'il a été écrit bien avant la saga mythique du sorcier aux petites lunettes rondes. Donc L'île du crâne, on est sur l'histoire de ce jeune homme qui est un 7e fils d'un 7e fils et qui est considéré comme un cancre par sa famille. Et donc quand ils vont recevoir une lettre d'un internat très spécial, justement spécialisé pour ce genre de cancre, eh bien ils vont envoyer leur fils en espérant qu'il soit très discipliné. Sauf que quand ce 7e fils va arriver, déjà il doit arriver, je vous le donne dans le mille, avec un train dans cet institut qui est sur une île où il y a des créatures, les profs sont assez étranges, il y a des phénomènes bizarres qui se passent qui seraient magiques. On va vite découvrir justement qu'en effet, tout ça est magique, il y a des vampires, des loups-garous, des fantômes, et que lui, le 7e fils d'un 7e fils, ça veut dire être un sorcier, et il va rencontrer d'autres gens comme lui, comme elle par exemple, qui est une 7e fille d'une 7e fille, et donc par Defalco, qui est une sorcière. Il n'y a que les 7e des 7e qui sont des sorciers dans les familles. Voilà. Et il y a du coup ce deuxième tome, j'avais lu le premier, et le deuxième, je ne savais pas trop sur quoi on allait aller, parce que au vu de la fin du premier, j'étais bon... C'est cool, mais on part quand même pas trop sur du fantastique. On part quand même à la base sur pas mal plus de l'enquête et tout et tout. Voilà, je voyais des liens avec Harry Potter, mais... Voilà. Bah là, quand j'ai vu le deuxième tome arriver, je me suis dit, bon, ok, Harry Potter, on a compris. Leçon de balai, potion, crâne, épreuve, voilà, là, on a une espèce de truc en plusieurs épreuves avec des points qui sont donnés dans les... pour les gamins et qui du coup les fait monter dans le classement et tout. J'ai fait ah oui on est vraiment dans Poudlard là en fait les gars.
Donc oui, il y a eu évidemment beaucoup de similitudes avec Harry Potter, même si ce n'est pas du tout un copier-coller, on est très loin de l'histoire. Et j'ai bien aimé ce deuxième tome, je vous avouerai qu'il est un petit peu plus sombre peut-être. C'est du jeunesse au passage, j'ai oublié de le dire. Je lirai le 3 avec grand plaisir parce que j'aime bien, c'est un bon moment qu'on passe. Je saurais pas comment le décrire. En quoi je pourrais le comparer? Je sais pas. Mais on est dans de la jeunesse que j'aime bien. Avec... peut-être si, je pourrais le comparer au Super S. Je sais pas si vous avez lu cette BD jeunesse où c'est des jeunes enfants qui sont des super-héros un peu en mode... comment il s'appelle Smallville. Un peu comme Superman, en fait. Ça a été des parents qui ont abandonné leurs enfants sur Terre. Et donc, du coup, ce sont des super humains. Et ils ont des pouvoirs, mais il faut pas trop qu'ils les montrent aux humains. Mais en même temps, ils ont envie de sauver le monde. Enfin, voilà, ce genre de délire. Et ben, on est un peu voilà, sur la même patte graphique et un peu sur le même style avec des petites énigmes à résoudre et tout, des personnes à sauver, le monde évidemment à sauver. Donc j'ai bien aimé, franchement, c'était très cool. En plus, c'était parfait pour la période spooky et tout, donc j'ai énormément aimé lire ceci. Qui n'a rien à voir avec la période spooky, mais en revanche, la couverture fait quand même pas mal automnale. Les petites victoires. Je crois que j'en ai parlé dans le vlog 7 jours 7 livres, même si ça ne fait pas partie des 7 livres que je devais lire normalement dans ce vlog. Mais on est sur l'histoire de cet homme qui va être papa et qui s'attendait à avoir un certain enfant et qui n'aura pas cet enfant-là. Il aura celui-ci qui est atteint d'un trouble autistique. Et donc c'est vrai que c'est compliqué d'élever un enfant déjà de base, mais un enfant avec un handicap, qui est en situation de handicap, et bien c'est là encore plus, et surtout quand là, ça va lui demander en fait beaucoup d'efforts à cet homme pour réussir à faire en sorte de déjouer justement les diagnostics, parce que tout le monde part défaitiste, il ne parlera pas, il ne fera pas ci, il ne fera pas ça, et lui il va tout faire pour que son fils réussisse dans la vie, qu'il ne soit pas aussi dépendant que les médecins prétendent qu'il va devenir. Donc voilà, il va mettre énormément de jeux en place, il va écouter les conseils, mais en même temps, il va faire tout l'inverse quasiment à chaque fois. Franchement, j'ai bien aimé. C'était un petit témoignage, une tranche de vie. Je sais pas si c'est de la fiction ou si c'est réel. Alors, c'est un magnifique et lumineux témoignage. Donc, témoignage, j'imagine que c'est réel. Et franchement, c'est un très beau combat. Et je trouve, voilà, cette BD géniale. Ma soeur me l'a demandé pour Noël. Je ne savais pas pourquoi. Je me suis dit, je vais l'emprunter vu qu'on l'a à la médiathèque. Voilà, comme ça, eh bien au moins, je saurai pourquoi elle veut que je lui achète. Et je comprends. Il est très beau, il est magnifique. C'est un très beau message, très lumineux, encore une fois. L'amour ne résout pas tout, j'aime bien, c'est franchement du travail, de l'acharnement de la part des parents, et dans les deux sens, hein, parce que aussi bien la mère que le père, mais c'est vrai que là on est du point de vue du père, donc on voit plus ce que lui fait. Donc franchement, petite pépite, j'ai énormément aimé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous voulez parler avec moi des titres dont je vous ai parlé, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.